As-tu déjà trouvé des objets qui valent très cher? Oui, mais je trouve de l'art. Croyance populaire qu'on cache de l'argent dans nos matelas ou nos sofas, c'est vrai. Là. Y a-tu une façon de pratiquer le friganisme sans être le voisin qui s'en va fouiller dans les poubelles de tout le monde? Ce que tu as trouvé de plus surprenant dans une poubelle? Ça peut être cocasse ou coquin? Oui. Oui. Écoute, on voit où tu t'en vas. On a une petite idée, là. As-tu déjà sauvé un objet qui se trouvait sur le bord du chemin? C'est oui, quoi? Jamais. Mais après avoir parlé à Simon, ça se peut que je commence à le faire, par exemple. Aujourd'hui, on reçoit Simon Paré-Poupard, qui est éboueur et adepte du friganisme. On va s'intéresser à ce qu'est le friganisme, mais aussi à son parcours unique et ce qui l'a amené à faire ce choix de vie, ce métier. Et Simon a un rapport aux déchets qui est très concret. Vous allez voir, en fait, on va savoir qu'est-ce qu'il pense de tout ce qu'on jette, par exemple. Est-ce qu'il fait des découvertes parfois étonnantes, Absolument. choquantes aussi, peut-être? On lui pose toutes ces questions-là et vous allez voir que ses réponses sont à la fois fascinantes et confrontantes aussi. Vous comprendrez dans l'épisode pourquoi son travail a changé sa vision de la consommation et aussi ça fait réaliser qu'on devrait pas mal être plus conscient de ce qu'on jette parce que ça disparaît pas tout seul, ces poubelles. Simon Paré-Poupard, bienvenue. Bonjour. Simon, on est bien content de te recevoir aujourd'hui. D'abord, explique-nous, qu'est-ce qui t'a amené à devenir éboueur? Je sais que c'est peut-être pas le choix auquel vont penser tous les petits gars au secondaire présentement. Pourtant, c'est une avenue qui est super intéressante. Dans ton cas à toi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir éboueur? Oui. Drôlement, les enfants probablement voudraient l'être. Oui, j'ai un 2 ans et demi, puis je te confirme que oui, c'est vrai. Le camion et tout. Oui, camion poubelle. Oui, dans mon cas, puis c'est ce que j'ai abordé dans le livre, mon éditeur m'a suggéré de le faire, là, c'est-à-dire parler de soi-même pour amener le sujet. Puis effectivement, dans mon cas, j'ai un père alcoolique. Puis c'était quand même un élément important parce que j'ai réalisé que les gars, en général, qui sont derrière des trucks, ont des forts défis. Ils ont eu des défis à l'enfance. Alors, il y avait une valeur sociologique à le dire, au-delà de parler de soi-même. On parle donc à ce moment-là de classe sociale. Qui ramasse nos ordures? C'est pas nécessairement toujours, disons, les classes bourgeoises ou les personnes qui peuvent ne pas le faire. Là. C'est un peu ce qu'on disait. Fait que moi, il y a ça. Puis il y a aussi, oui, j'avais un père alcoolique, mais j'avais aussi un beau-père qui tripait sur Arnold Schwarzenegger, les gyms, les protéines. Puis moi, j'étais au secondaire très chétif, un peu feluette. Alors vraiment, lui, c'est comme s'il m'a dit, si tu veux faire un homme de toi, bien écoute, va ramasser. Tu vas faire des bras. Va faire des vidanges. Ah oui. Drôlement, il n'en avait jamais ramassé. Puis je pense pas qu'il aurait réussi. Mais c'est quand même le conseil qu'il m'a donné. Puis sans jugement, dans le sens que de par ce qu'il était, son éducation, il n'aurait pas pu me proposer d'aller au théâtre. Donc, je respecte ce qu'il m'a partagé. Puis drôlement, ça m'a rendu service. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce métier-là, sur le monde dans lequel on vit? Tout. C'est bizarre, là. Tout dans le sens que toute société génère son lot de déchets, puis chaque société gère les déchets différemment, en produit des différents. Donc, une fois que tu t'y intéresses, on appelle ça la rudologie, là, d'être rudologue, l'expert des pratiques de jeter. Une fois que tu commences à voir ça, tu deviens, moi, ça me captive. Je suis captivé par la façon que les gens jettent, selon où ils habitent, qu'est-ce qu'ils vont jeter selon ce qu'ils consomment, les modifications de comportement, la pandémie, par exemple, ça a été l'accroissement des emballages en carton et en plastique, qu'on a encore les contre-coups ici aujourd'hui. C'est vrai, on s'en est fait livrer des affaires pendant la pandémie. Là. Et ça continue. Fait que c'est ça aussi. Là, dans le déchet, tu le vois immédiatement. Et quand tu compares ton début de carrière à maintenant, t'es pas vieux, là, évidemment, mais tu as quand même quelques années de carrière derrière la cravate. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'on jette, hormis les cartons, là, puis le fait qu'on se fait plus livrer, c'est vrai, là, mais est-ce qu'on jette différemment aujourd'hui versus à tes débuts de carrière? Avant, on mixait beaucoup, c'est-à-dire il n'y avait pas les différentes voies de collecte. Les voies étant ordures, recyclage, compostage, il va y avoir des sapins, il va y avoir des encombrants. Donc, on jetait plus mixé. C'est-à-dire, on mettait sur le bord du chemin sans trier. Je dis pas qu'on trie vraiment bien, mais quand même, ça s'est implanté graduellement. Fait qu'il y a ça. Tu trouves que les gens ne trient pas bien, malgré tout ce dont on parle, malgré les campagnes, malgré les gens trient toujours mal les déchets? Bien, toujours, c'est fort, là, mais oui, ça trie quand même mal, là, dans le sens que moi, je sais que lorsque je fais un voyage de vidange, là, d'ordures, je ramène toujours mon sac à lunch avec mes matières recyclables. Puis c'est un peu paradoxal parce que je viens probablement de jeter 20 tonnes de matières recyclables et compostables. Mais tu fais quand même ta part à toi.
Moi, c'est pour pas vivre de dissonance cognitive que je le fais, mais je peux comprendre que c'est tout à fait incohérent dans le sens que oui, dans ce que tu ramasses les ordures, tu ouvres des sacs, tu réalises que le monde ne trie pas. Là. Même, on vient d'avoir la consigne généralisée un peu à tout, le 10 sous maintenant, mais il y a plein de contenants encore recyclables. De l'aluminium qui se recycle à 100%. C'est un des rares métaux qui se recycle à 100% et qui coûte beaucoup moins cher en termes de GES à recycler qu'à en produire du nouveau, ce qui n'est pas le cas de tout, notamment le plastique. Là, je fais un détour. Ouais. Moi, j'ai parlé de Georges Bataille, là, qui est un philosophe français, là, qui parle de part maudite. Là. Dans toute société, il y a quelque chose qu'on perd lorsqu'on avance. Puis nous, pour moi, ce qu'on perd, c'est le déchet. Puis on le perd dans le sens que dans la conscience, on le perd, on l'oublie, il devient inconscient. Jusqu'à la télévision. Puis le téléviseur de 70 pouces, je parle bien sûr de la boîte, bien, on n'enlèvera pas le styrofoam. Le styromousse, pardon. On ne coupera pas la boîte pour pouvoir la mettre dans un bac. On ne fera pas le tri nécessaire. Pourtant, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a mis énormément d'énergie à la consommation. C'est-à-dire, on a mis des ressources, on a mis du temps. Mais pour ce qui est du tri à la fin du cycle, on ne met pas beaucoup. C'est comme si on ne respecte pas la démarche complète. Les matières qui ont été mises dans le produit, jusqu'au point où, dans le livre, je parlais là, que je jetais plus ou moins 4 à 5 écrans cathodiques dans les vidanges il y a 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je ne jette pas un téléviseur écran plat. Là. Pourquoi on jette aussi facilement? Écoute, c'est une bonne question. Est-ce que ça coûte pas assez cher? Puis là, je sais que dire ça peut avoir l'air... Surtout que tout coûte cher ces temps-ci. Tout coûte cher, puis au municipal, c'est sorti, la Ville de Montréal, que ça coûte de plus en plus cher. Je pense à Rivière-du-Loup, 70 d'augmentation de la facture de gestion des matières résiduelles. Ça coûte toujours plus cher, mais moi, ce que je dis quand même, c'est, grossièrement, c'est 500 à 600 $ la gestion des matières résiduelles sur une facture de taxe foncière, taxe municipale. C'est pour un service 5 étoiles, là, c'est-à-dire 4 à 5 voies de collecte par semaine, plutôt 4. 4 voies de collecte, du porte-à-porte, beau temps, mauvais temps, férié, pas férié. Ça revient à, grossièrement, puis c'est difficile de faire l'évaluation parce que chaque municipalité, c'est différent, mais à quoi? 40, 50 cents la levée? C'est quand même vraiment pas cher. Puis c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne change pas le système. Moi, ce que j'essaie d'amener dans la critique, c'est facile de consommer parce que c'est facile de jeter. C'est arrivé souvent de trouver des choses qui sont réparables ou récupérables? Ah, continuellement. Ben là, c'est le mode de vue Freegan, là, c'est ça en fait. Là. C'est de vivre des rebuts de la société de consommation. Moi, littéralement, j'achète rien presque. Là. Qu'est-ce que tu ramasses? Ces temps-ci, c'est beaucoup circonstanciel. Ce qui me fait plaisir, là, c'est de demander à mes filles le matin, à ma fille, le deuxième est trop petite, là, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir? Puis là, mon défi, c'est d'y trouver quelque chose de semblable. Ah ouais? C'est pas rare. Mais qu'est-ce qu'elle peut dire, mettons? Maison de poupée. OK. Oui, là, je lui en ai trouvé un, mais ça va être un château de poupée. Je ne trouverai pas exactement ce qu'elle veut, mais quand même, en voyant 30 tonnes de déchets passer, si mon regard s'exerce à essayer de trouver ce que je veux, c'est pas rare que je trouve. Là. Puis après ça, j'amène ça aux amis dans la rue. Des fois, je partage des trucs que j'ai trouvés dans les ordures. Et c'est à quel moment de la collecte que tu vas regarder s'il n'y a pas des déchets? C'est-tu à la fin complètement ou c'est au fur et à mesure? Au fur et à mesure. OK. Tout le temps, constamment. Mais même en me déplaçant ici... constamment, je regarde ce qui est en bord de route. Parce que même s'il y a eu la collecte, par exemple, sur le plateau Montréal lundi, il y a déjà des trucs sur le bord du chemin mercredi qui ne devraient pas s'y trouver. Fait que, à ce moment-là, c'est être rudologue. Là, c'est vraiment, moi, je suis constamment ouvert à Et ça devient une déformation professionnelle. Clairement. Oui. Je dis, moi, est-ce que tu ouvres les poubelles? Ben oui, dans mon quartier. Ouais, ah oui, c'est vrai? Ouais, ça, c'est... Les voisins doivent t'aimer. Ouais. Une chance qu'ils me connaissent. Oui, c'est ça. Ils Sinon... savent que c'est toi. Si c'était toi, ça me dérangerait pas non plus. Quelqu'un que je connais pas, c'est on se fait là fouiller dans mes poubelles. Mais c'est vrai que si ça vaut la peine parce que tu peux trouver des choses extraordinaires. Oui. Et aussi, de mon point de vue, c'est un peu l'étude des comportements. Là. Ouais. Après ça, je ne commencerai pas à dire à mes voisins tu jettes croche ou tu jettes de la mauvaise façon, mais c'est plutôt, je me dis qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux récupérer. Tu as déjà trouvé des objets qui valent très cher? Oui, mais je trouve de l'or. De l'or occasionnellement. Là. Fait que moi, je dis, une fois que tu trouves de l'or dans les ordures... au prix qu'il est, l'or, honnêtement, en ce moment. Là. Ouais, dans quelle poubelle, ça, qu'on va se promener? Dans quel quartier, ça, beaucoup exactement? Dans les meubles. Ah oui? Oui. Les gens, ils jettent, par exemple, une commode. Puis je sais pas si ça a été... Ils n'ont pas vidé les tiroirs. C'est bon, ça. Dans les sofas, beaucoup aussi. Là. Il y en a qui... Tu sais, la fameuse croyance populaire qu'on cache de l'argent dans nos matelas ou nos sofas, c'est vrai, là. Il y a une équipe qui a trouvé 3000 $ dans un sofa. Fait que tu ouvres les coussins, tu vides ça. C'est formidable. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un concept. Hein, le freeganisme, ça vient du mouvement punk aux États-Unis. Ça vient d'un chercheur français, Baptiste Mont-Saint-Jean.
Puis moi, d'en avoir parlé, il y a plein de gens qui disent « c'est moi » ou « je fais ça ». Dans le sens que moi, dans mon cas, c'est facile parce que je vois beaucoup de matière, les déchets étant de matière, mais il y a plein de gens qui le font à leur façon. Là. Je pense à Marcia Pilote qui a un Facebook on la voit qui montre, c'est ça, qui montre tout ce qu'elle trouve. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, moi, je ramasse seulement les airs climatisés. Je les répare, je les revends. » C'est une forme de fruganisme. Dans le sens qu'il y a plein de gens qui le font sans le savoir. C'est un concept, ceux qui font du dumpster diving, c'est aussi des gens qui participent du fruganisme. Est-ce qu'il y a une façon de le faire discrètement, mettons? Pour les gens qui pourraient être intéressés, mais qui ne veulent pas aller fouiller dans les poubelles de leurs voisins. Y a-tu une façon de pratiquer le fruganisme sans être le voisin qui s'en va fouiller dans les poubelles de tout le monde? Fruganisme, là, sur Marketplace, s'il faut le nommer, ça en est. Là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est qu'il y a plein de formes. C'est simplement que de le mettre sous ce concept-là, ça veut dire que ça participe d'une économie parallèle. Là. Si, mettons, la première économie, c'est du neuf, c'est celle de seconde main. Fait que tout ce qui est de seconde main, le partage, les pages de dons ou de partage de biens, ben, ça en est. Là. Fait qu'on peut le faire de façon soft, entre guillemets, acceptable, mais reste qu'une grosse partie des matières disparaissent, surtout dans les bacs. Parce que lorsque je donne des conférences, souvent, j'amène une boîte de trucs que j'ai trouvé dans les vidanges. Une boîte grande comme ça. Puis, à un moment donné, je dis, tout ça, ça disparaît dans un bac. Vous comprenez? Dans le sens que si moi, j'ouvre pas le bac, ça disparaît. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui achète juste du neuf que tu voudrais essayer de convertir? Il faut mettre la même énergie dans la consommation que dans l'acte de jeter. Puis on en met de l'énergie en consommation, là, on l'a dit, là, mais tellement peu d'énergie dans l'acte de jeter. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que ça se répare? Est-ce qu'il y a des pièces? Est-ce que je vais le porter à l'éco-centre? L'éco-centre va faire quoi avec? Si on met autant d'énergie dans l'idée de l'acte de jeter, d'après moi, on déconsomme, on n'a pas le choix. Moi, je parle individuel parce que là, c'est ça. La famille, c'est autre chose. Fait que moi, j'amène constamment des trucs, mais après ça, autant t'as les grands-parents. Oui, c'est ça. Mais toi, personnellement, individuellement? Non, moi, j'achète presque rien. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu vas encore acheter neuf? Des livres. Pour encourager les auteurs. Les matériaux de construction. Ça, c'est plus difficile. Mais tu vois, là, j'ai fait une cabane pour mes filles. On a fait en famille une cabane, puis j'ai trouvé le bois traité dans les vidanges là, pour 1500 pièces de bois traité. Incroyable. Fait que c'est... Moi, j'avais vraiment pas... La quantité que je jette, là, j'avais vraiment pas envie d'en acheter. Ça, c'était possible. C'est que dans le fond, Amazon, si on peut le nommer, c'est pas que acheter à beaucoup, c'est acheter dans l'immédiateté. C'est ça que si on veut un jour avoir une industrie de seconde main conséquente en compétition, il faut être en mesure de différer nos achats. Puis ça, c'est le défi. Ça parle de notre rapport à la consommation, mais si on le fait, c'est possible. Dans le sens que lorsque je planifie un travail de rénovation, si je m'y prends d'avance, je peux trouver des boîtes électriques, du filage. Mais si je veux la faire demain, non, ça ne marchera peut-être pas. Là. Simon, on est maintenant rendu à la jasette des décarbonés. J'ai des cartons avec des questions en rafale. Alors, tu réponds le plus possible en rafale, mais on peut développer si jamais ça nous chante, évidemment. Première question. Qu'est-ce que tu trouves le plus souvent en bon état dans les poubelles? Des vêtements. Vous comprenez de ça, là? Ouais, ça, c'est des... J'en ai une que je traîne dans les conférences. C'est une chemise neuve. Neuve, complètement. Ouais, même dans l'emballage. L'as-tu gardé? Oui, je l'amène. Ça vaut 150 $. Wow! Ouais. Incroyable. Le déchet avec le plus de valeur que tu as trouvé, ce serait l'or ou... Oui, de l'or. Mais j'ai trouvé un marteau piqueur. Ça, c'est cher, ça. Oui, c'est 400-500. Fait que ça valait quand même bien aussi. Tu l'as gardé, ça aussi? Non, je l'ai revendu. C'est bon quand même. Je suis plutôt minimalisme. Oui, c'est ça. Minimalisme de nature, donc... Le dernier objet que tu as sauvé des poubelles? C'est robinet. Parce que le robinet, c'est une partie, dans le fond, c'est souvent de brasse. Brasse, c'est éteint. C'est un matériel important pour la transition énergétique. J'en récupère beaucoup. Ça vaut quand même assez cher. Puis ça se recycle bien. Puis ça se récupère bien. Ce que tu as trouvé de plus surprenant dans une poubelle? Ça peut être cocasse ou coquin. Oui. Écoute, on voit où tu t'en vas. On a une petite idée, là. Parce que je me souviens, à Laval-Ouest, j'ai ouvert la poubelle, puis il y avait des gens nus. Hein? Des nus sur des photos. OK. Ah, OK. Ouais, pas dans la poubelle. Il y avait des gens nus dans la poubelle. des Lily Pucier. Pardon? Puis, il y avait des photos de gens nus. Des photos de gens nus, puis j'ai regardé, c'était la maison devant moi. Fait que c'était des gens dans leur cour, mais là, j'avais comme accès à
à leur intimité. Ben oui, vraiment. Puis ils avaient jeté leurs photos. Mais nues. assez visible que même tu te poses la question. Ah oui? C'était une invitation, finalement. Oui, c'est ça. Un objet que tu regrettes d'avoir jeté un jour. Des airs climatisés. Ah. Parce qu'on sait, lorsqu'on compresse, c'est un gaz hyper toxique pour l'environnement. Là, ça, toutes les fois. Puis lorsque tu le compresses avec le couteau, le gaz s'échappe. Là. Tu le sens, il y a une odeur, l'huile. Ça, à toutes les fois que j'en jette un, je le regrette. Ah oui? Ouais. Si tu pouvais abolir un seul produit jetable, ce serait lequel? Ben, si je vais vague, ce serait le plastique à usage unique. Là, mais ouais. Ça pourrait être ça, c'est vrai. Ouais. Si les déchets pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient de nous? Au début, j'ai dit tout. Puis vraiment. Et même plus que tout, en fait, parce que c'est la partie inconsciente de nous-mêmes. Ce que tu trouves le plus beau dans ton métier? C'est l'ardeur au travail. Comme le sentiment de contribuer à l'ensemble. Toi, es-tu en avant du camion ou en arrière, souvent? En arrière. En arrière tout le temps? Ouais. OK, fait que c'est la personne qui est en arrière qui fait les plus belles découvertes, finalement. Oui, ben, c'est la raison pour laquelle je ne dois pas être chauffeur. Oui, c'est ça. Je me perdrais de tout ça. Simon, à chaque épisode, nos invités nous proposent des livres marquants. Et toi, tu parles d'un livre qui a littéralement changé ta vie. Tu nous as amené quelque chose. Qu'est-ce que tu nous as amené comme livre à nous présenter? Je le sors. Tu le sors. Je sors la brique. On attend ça. Oui, c'est toute une brique. C'est toute une brique, hein? Ben, moi, c'est un professeur en économie internationale. Moi, j'ai étudié une maîtrise en gestion internationale à l'ENAP qui nous avait recommandé ce livre-là, Dette, 5000 ans d'histoire de David Graeber. David Graeber, il faut comprendre, là, c'est celui qui est dans les fondateurs du mouvement Occupy Wall Street qu'il y a eu à New York. C'est un anthropologue majeur. Puis lui, en fait, c'est simplement qui nous amène à voir le capitalisme d'une autre façon. Lui, il voit beaucoup comme un enchevêtrement de dettes. On est tous l'endetté de quelqu'un. Puis c'est ça qui fait qu'on continue dans ce système-là. Moi, je l'ai vu dans les vidanges, je l'ai vu dans ma vie, c'est-à-dire on a des dettes envers une institution financière qui, éventuellement, peut nous faire perdre notre maison si on est en défaut de paiement. Puis c'est la raison pour laquelle de socialiser les avoirs, de créer des coops. Moi, je trouve que c'est un beau modèle. Puis c'est un peu vers ça, vers quoi veut nous amener David Graeber. Mais là, c'est comme une chronique plutôt libre de ma lecture de David Graeber. Là, mais moi, j'en avais fait un groupe de lecture avec des amis. On avait lu ça ensemble. Puis je pense que ça a été une lecture marquante pour nous. On te laisse, Simon, poser sur la tablette derrière toi, où tu le désires. Je vois que c'est moi qui ai pris le plus massif. Merci beaucoup, Simon. Tu restes avec nous? Oui, bien sûr. Parce qu'on va accueillir Tommy Bouillon de Briques Recyc qui va nous parler de son innovation. On va même jouer à un jeu. Soyez là. Pour terminer l'épisode, on aime ça vous présenter notre découverte des décarbonés. C'est un projet ou l'idée d'une personne qui montre qu'on peut faire les choses autrement et avoir un vrai impact, même à petite échelle. Simon est resté avec nous pour accueillir Tommy de Briques Recyc. Tommy a trouvé une façon simple et ingénieuse de donner une deuxième vie aux briques usées. Avec sa machine, ce qui devait finir aux poubelles devient finalement du matériel prêt à reconstruire. Bienvenue, Tommy. Bien, merci de l'invitation. Pourquoi? En fait, c'est quoi cette fameuse machine que tu as créée? Bien, pour faire une image simple, c'est une machine qui est portative. C'est une machine qui guide des briques par laser dans une machine où qui retire la mortier de la brique, tout simplement. Puis c'est une prouesse, je te dirais, de santé-sécurité. C'est une prouesse de vitesse, d'ingénierie puis de technologie parce qu'elle compte même le poids dans les échafaudages, vu qu'on travaille en hauteur avec la machine. Elle compte le nombre de CO2 qu'on a économisé sur le projet. Elle compte aussi le volume de briques nettoyées par les ouvriers dans une journée. Fait que, outre une machine mécanique, c'est une machine technologique, là. Alors, c'est vraiment unique, c'est clair. Et avant, les gens faisaient comment pour récupérer la brique? Bien, faire une petite histoire rapidement du milieu de la construction. La construction, ça génère 40 des gaz à effet de serre des déchets au Québec, là. Donc, on est un secteur de CRD qui est une catastrophe environnementale. Puis nous autres, bien, l'objectif ultime dans la construction, c'est la vitesse. Parce que le temps vaut tellement cher. Les gars coûtent à peu près 100 de l'heure n'importe qui a des mouvements en chantier. Donc, tout jeter par commencer en neuf, c'est plus payant. Fait que personne ne se posait vraiment la question. Fait que c'est comme ça que l'objectif d'améliorer mon métier est arrivé après 20 ans à la tête d'une entreprise de maçonnerie conventionnelle de restauration de bâtiments à Montréal.
Puis l'idée de base de ça, c'est arrivé à quel moment? C'est arrivé comment? T'as eu ce flash-là? Je pense que dans la vie, c'est toujours des prises de conscience. On faisait des efforts à la maison, on rince les pots de yogourt, etc. Puis j'arrivais sur mes propres chantiers. C'est une catastrophe, mais je faisais pas de lien. Je fais un lien quand j'ai engagé une jeune qui sortait de l'université en communication, qui était choquée qu'on jette du papier puis qu'on imprime pas des deux côtés. Là. Fait qu'on a révolutionné 2017 à 2019 l'administration de Mastering Graton, qui est mon entreprise conventionnelle depuis 20 ans. Puis j'arrive sur ces chantiers, je me dis, écoute, c'est là qu'on peut changer toute l'histoire de notre industrie au complet. Et ça a aussi baissé l'éco-anxiété de cette jeune personne? Bien, c'est exactement l'éco-anxiété. Tu sais, je veux dire, j'ai aussi un jeune. Je veux dire, je pense que quand on était jeune, nous, notre génération, on était peut-être... il n'y avait pas d'intelligence artificielle, puis on pensait peut-être que les matières seraient limitées. Bref, on ne se posait pas ces questions-là. Aujourd'hui, les jeunes, je vais avoir un métier, je vais avoir une planète, je vais avoir encore on s'en va où? Là, fait que la destinée, aujourd'hui, des plus jeunes est plus complexe. Puis ça me fait vraiment prendre conscience de l'importance en tant qu'entrepreneur dans un secteur que seul moi savais qu'il y avait une valeur à une brique encore sur un mur. T'sais. La brique qui est déjà là depuis 100 ans est meilleure que même la brique neuve qui est industrialisée des États-Unis. Là, ça coûte cher, la brique, aujourd'hui aussi. Là, ça coûte très cher. Puis le matériel, il est de moins en moins de qualité. Hein. Je veux dire, le monde prend de moins en moins la peine de faire. C'est un peu comme les anciens 2x4. Là, c'est des vrais 2x4. Là, aujourd'hui, je sais plus c'est rendu quoi. Là, mais c'est vrai, puis tu es en maçonnerie, tu sais, mais des maisons neuves qui ont 4 murs en briques, on voit presque plus ça maintenant. Là. Souvent, c'est juste la façade, puis après ça, c'est des matériaux moins chers. C'est juste à la arrière. Californie, là, qui a passé au feu complet. Pourquoi Paris n'a pas passé au feu au complet? Parce qu'il y a des matériaux anti-feu, parce que c'est des matériaux de qualité. On a perdu la valeur des matériaux puis de la durabilité en améliorant... je dirais pas en améliorant, en pensant à améliorer. On s'est juste détourné des vrais matériaux de base de qualité. Peux-tu nous expliquer concrètement comment ça fonctionne? Tu t'en vas sur un chantier de démolition, tu amènes ta machine. Explique-moi toutes les étapes. Faire simple, là, Brick Recycle, c'est une solution pour tous les scénarios de briques. Donc, on a développé... Même si je change, mettons, l'extérieur de ma maison... Tu décides de jeter ta maison à la poubelle pour refaire une nouvelle maison, peu importe le bâtiment, nous, on va recueillir la brique. On va la nettoyer dans un centre de traitement qui est dans une prison. On nettoie ça dans des prisons provinciales. Puis, on la revend pour des futurs projets qui ont besoin de cette brique-là. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est des projets assez majeurs qui ont plus de 1000 pieds carrés. Donc, on déplace la petite usine, ça veut dire la machine, en chantier. Fait qu'on déconstruit sur place, puis on réutilise la brique au même projet. Ça, c'est l'autre solution. Puis aussi, aujourd'hui, même moi, avec nos solutions qu'on a apportées dans le bâtiment, je suis surpris à quel point les architectes, les promoteurs, les propriétaires, ils veulent ça. Ils ont besoin de ça, que même on vend des projets avec des dizaines, 20 000 briques usagées pour des projets neufs. Je ne l'avais jamais imaginé. Fait qu'on a vraiment une solution complète pour la brique de réemploi. Là. Fait qu'il n'y a aucune raison de jeter une brique sur la planète actuellement parce qu'on est déployé dans les pays les plus industrialisés dans le monde. Là. Donc, on est vraiment la solution pour... qu'il y ait du réemploi pour la maçonnerie. Wow. Juste qu'on puisse imaginer la proportion. As-tu une idée du nombre de briques qui ont été détournées des sites d'enfouissement grâce à tout ça? Bien, je peux vous donner la statistique locale, dans le fond québécoise. En 4 ans, on a détourné facilement 6 millions de briques. Là. Wow! Donc, c'est impressionnant. C'est 6 millions de briques qui auraient été détournées à l'enfouissement. Puis si je peux vous faire un petit visuel sur l'impact, parce que la maçonnerie, c'est quand même une matière qui est assez pesante. Un 1000 pieds carrés, c'est 6500 briques. Puis un 1000 pieds carrés, ça représente une façade d'un duplex ou d'un triplex. Là. Mais c'est 6 tonnes de CO2 évitées par façade. C'est énorme. Fait que le retour est... Et est-ce qu'un particulier peut l'utiliser, cette machine-là? Est-ce que, mettons, je suis chez nous puis je veux refaire la façade de ma maison, par exemple. Est-ce que je peux louer la machine puis nettoyer mes briques? Les clients, des fois, c'est pas toujours ceux qu'on avait pensé, mais le particulier a une grande importance financière à utiliser nos machines pour déconstruire son projet puis que le maçon vienne juste installer la brique. Fait que là, tout le monde est content parce que le maçon ne veut pas nécessairement la nettoyer.
il veut en installer. Puis le client, lui, veut sauver de l'argent. Puis souvent, ben vu que c'est simple, les enfants, les cousins, les cousines, ils se mettent ensemble puis ils utilisent la machine, ces 2 pitons. Fait que, tu sais, quand le maçon y arrive, la job est faite, on sauve 40-50% des coûts, tu sais, avec notre location de machine. Là. Fait que tout le monde est content. Alors, c'est maintenant le moment du nouveau jeu Vérité ou Construction. Alors, Simon, Tommy, le principe est simple. Chacun notre tour, on va faire tourner la truelle et la personne sur qui ça tombe doit choisir si elle répond à une question de construction. Je vais tourner la truelle, puis on ira avec la... Voilà. Alors, allons-y. Ça pointe en direction de... c'est à moi. c'est Mais toi. je vais y aller avec une vérité aussi, je pense. Nomme une action simple que tout le monde pourrait faire pour réduire ses déchets. Ben, mieux planifier ce qu'on fait avec. Là. Je pense que c'est déjà la base. Puis aussi faire attention à ce qu'on achète, parce que souvent, c'est l'emballage, c'est le suremballage et c'est tout ce qui vient avec. Donc, je pense que planification et un peu de sensibilité au suremballage. Très bon. Mais là, Ah non, c'est encore... c'est encore moi. Je vais y aller avec la construction. Nommer les 3 R. Ouais, voyons, j'ai un... je sais même pas c'est quoi. Réutiliser, oui, c'est ça, voyons. oui. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Oui. En fait, même, ils se déclinent différemment. Le premier, c'est refuser, réduire. Le deuxième, c'est réemployer, réutiliser, récupérer ou réparer. Puis l'autre, c'est recycler. Une chance que Bon, Simon est là. Je pense qu'il était là parce Ouais. que j'aurais pas eu tous ces mots-là, moi, c'est clair. Ouais. Bon, je tourne. Bon, un des 2 gars, là. Oui, Tommy. Voilà. Je vais aller avec construction. Nomme en quoi sont faites les maisons des 3 petits cochons. Bonne question. Le foin. Après Oui. ça, le bois. Après ça, l'excellent matériau de la brique. On l'écoute ces temps-ci chez nous. Je l'aurais pas su il y a 2-3 semaines, ça. C'est nouveau. Ah, c'est bon. Moi, j'y vais aussi défi. Hein. C'est ça. Trouve 3 noms qu'on pourrait donner à un camion de vidange. Une poubelle, une vidange, un troc. C'était vraiment une question pour toi, ça. Oui, c'est ça. Ça tombe bien. Vraiment. J'y vais. Elisabeth. Ça tombe-tu bien? Vérité. As-tu déjà sauvé un objet qui se trouvait sur le bord du chemin? C'est oui, quoi? Jamais. Mais après avoir parlé à Simon, ça se peut que je commence à le faire, par exemple. Mais non, j'ai jamais rien ramassé sur le bord du chemin, par Mais ça exemple. a l'air à tenter. On dirait qu'il y a une étape à franchir. C'est ça. Il y a comme un mur de gêne. Oui, mais c'est ça que j'ai senti, effectivement. Oui, c'est ça. En même temps, Mais je salue ton honnêteté. Oui, je vais le dire, puis je ne veux pas être la seule, sincèrement. Mais après t'avoir parlé, puis après avoir su tout ce qu'on peut trouver dans les poubelles, ça se peut que je porte une attention plus particulière. On y va. Je vais y aller avec vérité encore. Si tu pouvais être une brique d'un monument célèbre, tu vois, ça, c'était pas dans ma carte de bingo. Lequel choisirais-tu? Je dirais l'Arc de Triomphe. Ah oui? Oh. J'aurais dit l'Empire State. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de toi? C'est pas tant moi comme l'histoire, puis le fait que c'est ce qui me fascine, c'est que ces monuments-là ont survécu autant, alors qu'on est dans une époque où à peu près rien survit autant. Puis la qualité et le travail, fait que oui, je pense que je serais une brique. J'aimerais pas être une brique, mais mettons que je suis une brique, j'aimerais ça. Très bon. Je tourne. Ah, t'as Et dans la construction. Ben oui. En 10 secondes, trouve 3 usages possibles pour une vieille planche de bois. Oh. Tabarnouche, c'est assez facile, ça. Écoute, faire des cabanes à oiseaux, faire des ponts, faire de la réparation, faire de l'art, justement. Pourquoi pas faire des sous-verts, faire, j'écoute... un truc pour jouer à la bouteille. Ouais, exactement. Des décarbonés. Ouais. Partage une habitude durable que tu aimerais transmettre à un jeune. De récupérer les métaux. Ça, c'est pas inné. Puis drôlement, moi, je l'ai appris par les classes populaires, là, les gens qui ramassent des vidanges, qui sont des ferrailleurs, puis ils savaient tous c'était quoi de la cope, du cuivre, de l'étain, de l'aluminium. Ils connaissaient leurs métaux. Puis drôlement, moi, je parle à mon plombier, puis il connaissait la rareté du cuivre. Parce que là, il y a du PEX dans l'industrie. Ouais. Puis il y avait une notion de l'économie, qui est la rareté des ressources. Puis effectivement, il y a des modèles d'économistes qui disent qu'on va ouvrir les sites d'enfouissement pour aller chercher notre cuivre tellement qu'on en enfouit. Là. Ça dit un peu l'absurdité de la chose. Fait que, ouais, de connaître ces métaux, mais par la pratique, ça, je trouve ça cool, avant la table de Mendeleïev. Là.
Simon, Tommy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super intéressant de vous avoir. C'est comme ça que se termine un autre épisode rempli d'idées inspirantes pour découvrir plein d'autres idées pour décarboner votre vraie vie. Rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts et sur les plateformes Cogeco Média. Vous pouvez aussi visiter notre site web lesdécarbonés.com. Compétitionner pour le bien de la planète? C'est possible. Allez, les gars, allez! Dans la série Les Décarbonés, 6 participants rivalisent d'idées géniales pour réduire leur empreinte carbone. 10 défis costauds, 2 juges et un grand prix d'une valeur de 50 000 à gagner. Bingo! C'est plus les décarbonés, là, c'est les cinglés! Les Décarbonés, à voir sur TV5 Uni.